Je suis né à Wallis. J'ai entendu parler en Calédonie, c'est un beau pays, il y a tout. Mais j'ai dit oui, mais moi je n'ai jamais vu. Pour ça, c'est forcé à avoir mon pied pour rentrer en Calédonie pour voir. Je suis arrivé ici un 1er janvier 1956. J'avais pas tout à fait 8 ans, j'avais 7 ans et quelques mois. Quand je suis arrivé ici, c'est facile pour moi. Il faut chercher la politesse, il faut respecter les gens. C'est ça qui compte. On vient d'ailleurs. Et donc, nos grands-parents ont fait le choix de venir. Le temps va passer et ils vont aimer ces pays. Ils ont posé la valise. Bonsoir à tous. Les habitants de Wallis, cette petite île située entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie, ont toujours eu pour habitude de quitter leur royaume pour aller explorer l'océan Pacifique à la recherche de terres hospitalières. Cette pratique, que l'on appelle là-bas le tavaka, est d'ailleurs à l'origine d'une partie du peuplement wallisien de l'île d'Ouvéa, où l'on parle encore le fagaouvéa, une langue polynésienne proche de celle parlée à Wallis. Mais avec l'arrivée des Européens, et en particulier au milieu du XXe siècle, certains événements vont accentuer et forcer ce phénomène migratoire, poussant de nombreux habitants de l'île à partir en direction notamment de la Nouvelle-Calédonie, un territoire dont ils dépendent alors administrativement et financièrement. Pour mieux comprendre tout cela, Sur les traces du passé est allé à la rencontre de Alosio Sacco et de Valentino Tuigagata qui ont bien voulu revenir sur leur parcours et sur ce qui les a amenés à quitter leur île. Une île qui les a vus naître, grandir et dont ils se rappellent aujourd'hui. La vie à Wallis, ça n'a pas besoin de courir partout pour avoir de l'argent, pour acheter quelque chose. Toi, tu vas chez toi aux gens, tu coupes les bananes, tu coupes les tarots, les maniocs, tout ça. Tu vas à la maison, tu as tes cochons, ou tu vas à la pêche, tu trouves des poissons, c'est tout. Tu n'as pas besoin de courir pour avoir ça. C'est à toi personnel. Mais quand tu as besoin d'un cochon, si tu n'as pas de cochons, tu te montes à ton pauvre frère et tu ne peux pas me prêter, tu ne peux pas me donner un cochon pour faire un pugnat, ou faire une communion, ou une confirmation. Il y avait le tissu de solidarité, le sens du partage et de l'entraide était quelque chose de très fort. Et cela nous permettait de traverser cette période où il n'y avait pas beaucoup de monnaie, d'argent qui circulait, mais il y avait ces valeurs fondamentales qui font l'essence même de nos cultures. C'est vrai que de maintenant, quand on regarde la vie de l'époque, c'était très simple, hein. Il y avait des points forts comme l'école, comme la pratique religieuse, les messes. Les écoles. Il n'y en a pas beaucoup des écoles en français. C'est toute l'école des Wallisiens, mais plus c'est la religion. Les missionnaires avaient créé des écoles à Wallis et Futuna pour nous apprendre la Bible. Et donc tous les cours se passaient en wallisien ou en futunien. L'objectif du résident de France était d'asseoir le prestige de la France dans l'océan Pacifique et d'essayer de nous faire parler le français. C'est pour ça qu'à partir de 1921, les premiers étudiants wallisiens ont été envoyés ici en Nouvelle-Calédonie et ça a été suivi après la guerre par d'autres étudiants. Et c'est le début de l'engagement des étudiants de Wallis et Futuna au séminaire de Païta et ainsi de suite. La plupart du temps, ces jeunes ne reviendront pas à Wallis et s'installeront définitivement en Nouvelle-Calédonie. Les enfants et les jeunes ne sont évidemment pas les seuls à quitter Wallis. Ainsi, le recrutement de la main-d'œuvre wallisienne pour la Nouvelle-Calédonie commence dès 1852. Celle-ci est principalement envoyée dans les mines, comme à Thio par exemple. Mais ce flux migratoire reste modeste jusqu'à ce qu'éclate la Deuxième Guerre mondiale qui va complètement changer la donne.
Les forces vives de la Nouvelle-Calédonie se sont enrôlées dans le bataillon du Pacifique pour aller au front pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le manque de main-d'œuvre ici en Nouvelle-Calédonie, et notamment la société Le Nickel et les entreprises calédoniennes, se fait criant. C'est là que le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie va demander aux forces armées américaines qui étaient présentes à Wallis et Futuna depuis 1942 de recruter sur place 300 travailleurs pour combler le manque de main-d'œuvre ici en Nouvelle-Calédonie. Et comme à l'époque, les Wallisiens et les Futuniens ne parlaient pas le français, dans leur élan et dans leur esprit, c'était pour partir à la guerre. Mais ce ne sont que 178 personnes qui prendront place dans les bateaux de guerre américains pour venir travailler ici en Nouvelle-Calédonie. Ils ont été surpris d'arriver ici et d'avoir été affectés à la société Le Nickel et dans les différentes sociétés de la SLN, que ce soit à Koné, à Yaté et ainsi de suite. Après un an, et comme ce n'étaient pas des travailleurs dociles, contrairement aux autres travailleurs importés, il a fallu vite les rapatrier à Wallis et Futuna et en plus, ils n'arrêtaient pas. Comme ils ont été déçus de ne pas être partis à la guerre, ils avaient réclamé de vite retourner chez eux. Et donc en 1944, ils ont tous été rapatriés à Wallis et Futuna. La fin de la guerre et le retour des soldats calédoniens sur leur sol ne met pas un terme au problème de manque de main-d'œuvre en Nouvelle-Calédonie. En effet, il faut relancer l'économie et les grands projets métallurgiques qui naissent à cette période nécessitent de nombreux travailleurs. Une fois encore, le regard des employeurs se porte au-delà du lagon. Il faut se placer dans le contexte de l'époque. C'est que la Nouvelle-Calédonie avait besoin de main-d'œuvre. Ceci pour remplacer donc la main-d'œuvre indo-chinoise qui venait d'être rapatriée suite à la guerre de colonisation en Indochine, et notamment en Dien Bien Phu, où la France avait perdu cette guerre. Et donc là, ils ont fait appel à la main-d'œuvre de Wallis et Futuna, qui était à cette époque-là encore sous le régime de protectorat. C'est-à-dire que le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, qui était en même temps commissaire général de la République dans l'océan Pacifique, s'est dit voilà un bassin de main-d'œuvre disponible et à ma disposition. C'est pour ça qu'il a laissé les entreprises calédoniennes se rendre à Wallis et Futuna et recruter la main-d'œuvre qu'il leur fallait pour leurs entreprises ici. Mes parents avaient répondu positivement donc, à cette demande de main-d'œuvre, surtout mon père. Et les billets étaient payés par la société, l'entreprise, qui commandait la main-d'œuvre. Alors, dans les bagages des parents, il y avait moi avec un cousin qui a 10 ans. Moi, j'avais 8 ans et mon jeune frère, 6 ans, et un autre tout petit, alors c'est des frères. Il avait 2 ans. Au départ, ce sont les entreprises calédoniennes qui avaient payé le passage, le bateau, pour les forces, pour les hommes, pour les travailleurs de Wallis et Futuna. Dans les années 1950, voyant que Wallis et Futuna se vidait de ses forces vives, il ne restait plus que des femmes, des enfants, des vieillards à Wallis et Futuna, tous les hommes étaient partis travailler en Nouvelle-Calédonie. Les autorités coutumières et religieuses avaient tiré la sonnette d'alarme pour exiger du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie que s'ils veulent continuer à recruter les travailleurs de Wallis et Futuna, il fallait aussi faire partir ces travailleurs avec leurs familles. Les pieds que j'ai venus ici en Calédonie, je ne sais pas les prix combien que ça coûte. Parce que c'est mon cousin qui a payé les pieds, c'est lui qui m'a envoyé les nouvelles pour prendre le bateau pour venir. Et puis voilà, moi j'ai préparé mes affaires. Moi c'est attendre qu'on a reçu le papier pour le voyage. C'est lui qui a envoyé l'argent à cette époque-là. Tandis que certains quittent Wallis avec un contrat en poche et le billet pris en charge, d'autres osent l'aventure et misent sur la facilité du recrutement qui règne alors en Nouvelle-Calédonie. Des passagers clandestins tentent même leur chance et s'invitent sur le bateau,
Pour tous, le voyage est souvent éprouvant. On était tous au fin fond de la cale. Les papas, les mamans, les enfants que nous sommes. Et oui, celle au-dessus du pont vivaient les célibataires. Quand on a quitté à Wallis, là, on a monté sur le bateau. Il n'y a pas de l'homme, toi, que nous on restait par rapport à la pluie. On restait comme ça dans le bateau. On était entassés les uns sur les autres. Alors, avec les odeurs, parce que, vous voyez, les toilettes, c'est pas... Ouais, dans des conditions pas possibles, indescriptibles. On se donnait la main aux petits qui toussaient, on essayait d'aller voir la famille, comment on peut faire. Tu dormis par terre. Tu couvris avec un gâteau, enfin un gâteau, c'est tapas, tu vois, avec une natte. Mais quand il pleut, tu couvres la tête avec les gâteaux. La moindre espace était occupé, tellement on était nombreux. Nous étions 200 à avoir pris le bateau, dont une partie va descendre au Vanuatu, à Nouvelle-Hébrides. Les bateaux qu'on a quittés à Wallis, arrivés à Vanuatu, 2 semaines. 2 semaines de Wallis et Vanuatu. Après, on est resté à Vanuatu 3 jours, sans monter à terre. Hein. On n'a pas les 3 montées. C'est pour ça que le trajet est assez long, parce qu'on avait 3 ports de toucher. La première touchée, c'est à Futuna. Ensuite, après, aux Nouvelles-Hébrides, pour débarquer donc ceux qui venaient pour le manganèse, hein, ou le phosphate, je crois. Et l'autre, en dernier, en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, avec les bateaux, on met 1 semaine. Mais à l'époque, on met facilement 3 semaines, hein, 1 mois. Hein. Ah oui, c'est des teuf. Hein. Après ce long périple, les passagers voient enfin se profiler à l'horizon les côtes calédoniennes, un territoire dont ils ont parfois entendu parler, mais qu'ils ne connaissent pas vraiment. Aloisio et Valentino se remémorent leurs toutes premières impressions. Depuis que j'ai voyé IAT, là, parce que les bateaux ils rentraient par là. Et via des Vanuatu, on rentrait par ici. C'est joli les pays. Il y a les montagnes, mais à Wallis, il n'y a pas de montagnes. C'est plat. Mais on voit les montagnes, on voit les gens tous les bateaux qui traînaient dans l'eau. Mais à Wallis, il n'y a pas de bateau. Quand on va arriver, c'est d'abord le port de Nouméa. Et puis ensuite, derrière, c'est bâtiment en ciment. Il n'y avait pas ça à Wallis. La rue, et les magasins. Alors, première chose, évidemment, nous les enfants, c'est quoi? C'est la limonade. Et puis, on avait ces marchands chinois là qui poussaient des roulottes. Voilà. Et puis, ils avaient leurs clochettes là, hein, qui étaient là sur l'avenue Ferry et qui attendaient. Ils savaient qu'il y a un bateau qui arrivait. Évidemment, la petite communauté de Wallisiens qui se trouvaient en ville à ce moment-là, bien entendu, ils étaient tous là. Moi-même, j'avais déjà mon grand-père qui était là, et puis 2 tontons. Donc on avait de la famille là, déjà. Ah oui, vous pensez bien qu'on était bien accueillis. D'abord, moi je ne les connaissais pas, je vais découvrir que c'est mes tontons, mon grand-père. Voilà. Mais à Wallis, moi je ne les ai pas connus, hein, puisqu'ils étaient plus grands, et quand je vais avoir 7 ans, je vais apprendre qu'ils sont partis vers la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et c'est ici que je vais découvrir, que je vais connaître mon grand-père, que je vais le voir, mon grand-père, et mes tontons. Moi, c'est mon oncle qui vient m'accueillir au quai. Il y a des gens qui travaillent au WAF. C'est mélanésien, c'est des blancs, mais ce n'est pas la même ethnie que nous. Et puis, à ce moment-là, je ne connais pas encore un mot en français. Et il vient dire bonjour monsieur. Je dis bonjour monsieur. C'est tout. Mais heureusement,
que ce qui va aider, il va y avoir les gens d'ouvert, qui étaient déjà sur l'Angleterre et qui parlaient les Fanga ouverts. Ça leur permettait donc de communiquer. Et puis, il y avait déjà ici 200 à 300 Wallisiens qui étaient déjà arrivés dans les années 50, donc voilà, qui leur servaient des guides, et puis les aider à communiquer, voilà. Passé les premières découvertes et la joie des retrouvailles, il faut vite se mettre au travail. Tandis que le père du petit Aloisio commence son contrat sur le barrage de Yaté, Valentino, lui, va partir tout au nord du Caillou. Mon cousin qui m'a envoyé ici, il travaillait à Tipaki. Il est venu me chercher. Il est venu témoigner à mon oncle qui va me prendre pour monter faire un tour à Tipaki. Mon oncle, il était d'accord. Il a accepté que j'ai monté avec mon cousin. Après, on a monté à Tipaki. On est arrivé à Tipaki ce jour-là même. Le lendemain, mon cousin, il a été demandé au bureau s'il peut me donner du travail. Mais à ce moment-là, c'est pas obligé de passer une visite ou des choses comme ça. Tant qu'ils sont d'accord, le lendemain matin, il s'est passé au bureau avec mon cousin. Il m'a donné les tenues de travail, les chaussures et tout. Puis le lendemain, je travaille. Et il y avait un Wallisien qui travaillait avec moi. Et lui, il est habitué avec le chef. C'est lui qui m'a expliqué en Wallisien. Puis j'ai suivi. Prendre une pelle et une pioche, taper les cailloux, nettoyer, peler la terre, tout ça. C'est pas tellement dur, mais les choses que j'ai mal touchées, j'ai un peu peur parce que comme c'est la première fois, il y a au moins 300 mètres là-haut jusqu'à l'endroit qu'on a travaillé. Logement, c'est gratuit. Tout ce quartier-là, il y a un bâtiment italien, on ne mélange pas. Hein. Il y a un bâtiment italien, il y avait un quartier de Kanak, il y a un quartier de Savanais, il y a un quartier de Wallisiens. On n'est pas habité ensemble, là. Mais ça, il y a tous des bâtiments, des grands bâtiments à 3 étages. Alors, pour la petite histoire, souvent on leur décrivait que quand vous allez arriver, vous verrez, chacun aura sa chambre, il y aura des couvertures pour tout le monde, et puis ceci et cela. Et donc, évidemment, ça aide à faire le choix de partir. Et alors, la surprise, c'est que beaucoup vont découvrir la réalité, ceux qui sont sur le mine. Il n'y a pas du tout, il faut coucher à même les sols, il n'y a pas du tout d'un lit ou d'un quelconque. Hein. Mon père qui avait fait le choix d'être à Yaté, au bout d'un an, un an, ils vont partir hein, à pied, oui, vers Nouméa. Hein. Ah oui, parce que les conditions étaient difficiles et puis ils pensent, eux, qu'il n'y avait pas respect du contrat. Et ils ont été dupés, ils ont été trompés. Il n'avait aucune qualification, c'était une manœuvre de base. Il a terminé au nickel dans les fours. Je ressens les mêmes émotions et la même affection pour mon père, pour les choix qu'il a fait, tous les sacrifices qu'il a fait. Et si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un homme simple, hein, voilà, un citoyen moyen calédonien, eh ben, je le dois beaucoup à cet homme qui s'est beaucoup sacrifié pour que je puisse arriver là où je suis. Dans les années 1950, Aloisio est encore un enfant et comme beaucoup de petits Wallisiens, il est placé en pension loin de ses parents. Les conditions sont parfois difficiles pour ceux qui ont déjà tout quitté, mais tout le monde se serre les coudes. Saint-Louis, avant, c'était l'école de latiniste. Et ensuite, il va devenir l'école des moniteurs, former ceux qui vont aller dans les tribus, voilà, enseigner. Eh bien, nous serons les premiers Wallisiens à aller à Saint-Louis.
lorsqu'on va rentrer à l'école au mois de mars 1956 à Saint-Louis, nous étions 3. Mon grand cousin là, qui a 10 ans, qui est mort aujourd'hui, et puis moi, 8 ans, on va dire, et puis mon jeune frère, 6 ans. À cette époque-là, on avait les vacances semestrielles. C'est le mois de juillet, et les grandes vacances au mois de décembre. Donc, on allait chez nos familles 2 fois dans l'année, au mois de juillet et au mois de décembre pour les grandes vacances. J'avais à charge mon plus jeune frère, il avait 6 ans. Donc, il faisait encore pipi au lit, moi aussi de temps en temps. N'ayant pas la famille, parfois on pense à notre maman et on pleure seul. Bon, on va dire aujourd'hui, est-ce qu'il faut refaire? Mais s'il n'y avait que cette voie-là demain, je referais volontiers. On a été adoptés par ces gens. Et puis on a baigné dans cette ambiance. Vous voyez, il n'y avait pas les Kanaks, là, les Wallis. Non, ils étaient très intentionnés à notre égard. De cette époque, peu de migrants sont repartis vers Wallis. Ils se sont installés, ont évolué dans leur métier, leur carrière, ont fondé une famille. Comme vous le savez, la cohabitation entre la communauté wallisienne et mélanésienne a parfois été tendue, notamment durant les événements, mais aussi à Saint-Louis au début des années 2000. Mais les efforts menés par chacun ont su apaiser les tensions et normaliser les relations. Quand il y a mes enfants, ils sont mariés avec tous les ethnies. Les Blancs, les Kanaks, Tahitiens, tout ça. On est tous métissés, mais ça compte pas. C'est des temps qu'il faut compter, l'amitié. Ne dis pas, ah, c'est un petit Kanak. Non, arrête ces mots-là. C'est temps, il faut aimer ses enfants à ta fille ou ton fils. C'est une fille à ta fille ou un garçon à ta fille. Il faut aimer, Adieu Wallis, adieu. Je me sens plus calédonien. Vous vous rendez compte, ça fait 60 ans de ma vie, je dois à ce pays. Simplement que, voilà, il y a des choses qui sont très fortes, qui sont encore en moi. Je ne vais pas les effacer, mais je les vis, voilà, suivant ce que je maîtrise. Mais mon côté calédonien, voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour ce que j'ai reçu dans ce pays. Voilà, c'est ainsi que notre émission s'achève. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Sur les traces du passé. Sachez qu'en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. À bientôt.